Bonjour à tous, c'est Ejohan et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la caméra de Panasonic, la BGH1. Donc voilà, qui est une caméra qui peut être une alternative à un S1H ou un GH5S. Voilà, c'est un peu pour moi la place que cette caméra a, mais on va en revenir un peu sur ces détails parce que malheureusement, je ne sais pas si elle trouvera beaucoup de preneurs parce il y a des choses qui sont bien, des choses moins bien. Donc souvent, on va voir un peu ça en détail. Donc elle est proposée, déjà on parlait du prix, donc déjà à 2099 euros. Donc au moins on va compter 2000 euros, mais nu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun équipement. C'est-à-dire qu'en gros, vous achetez la caméra, mais il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien du tout. Donc il va falloir déjà dépenser un peu plus pour les objectifs, il n'y a pas non plus d'accessoires. Donc pas d'accessoires, ça veut dire qu'il n'y a même pas d'écran à l'arrière. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous allez être obligé de dépenser. C'est pour ça que je l'ai comparé à un S1H, parce que je pense que tout équipé, elle doit coûter aux alentours des 4000 euros à mon avis, parce que déjà il faut acheter un moniteur, il faut acheter des objectifs. En batterie, après savoir, je ne sais pas ce qui est fourni là-dedans, c'est pas précisé, s'il y a des batteries qui sont fournies. Mais voilà, de toute façon, il va falloir l'équiper de pas mal de choses. Et à la fin, on se retrouvera, je pense, à un prix pas loin, à mon avis, des 3 4 000 euros. Donc, si on prend un objectif, ça va déjà au moins minimum. Donc, c'est pour ça que je la mets dans cette catégorie. Ensuite, donc maintenant, on va parler du capteur. Donc, c'est un capteur micro 4 tiers. Donc, je suis un peu étonné à ce prix-là. Donc, c'est un micro 4 tiers de 10 millions de pixels. Donc, c'est à peu près l'équivalent au GH5S. Voilà, donc c'est à peu près le même genre de capteur. Donc bon, mais bon, donc heureusement qu'il n'y a que 10 millions de pixels parce que vu que c'est un capteur micro 4 tiers, et ben, les capteurs micro 4 tiers sont plus petits, donc ils prennent moins de lumière. Donc là au moins justement là ça augmente un peu les performances en basse lumière. Donc on va parler de ses capacités. Alors il filme en 4K jusqu'à 60 fps et en 4.2.0 en interne et en 4.2.2 en externe 10 bits. Donc voilà, donc en gros ce qui va changer entre l'interne et l'externe, c'est juste qu'il y en a un qui fait du 4.2.0 et l'autre du 4.2.2. Donc c'est un peu bizarre comme principe dans la mesure où quoi qu'il arrive, de toute façon il va falloir mettre sur un enregistreur externe parce que c'est dommage d'acheter juste un moniteur pour regarder. Donc en général, il vaut mieux acheter un moniteur qui fait aussi enregistreur. Et de toute façon, la caméra a été pensée pour ça parce que on va parler de ça parce qu'en fait, en 4.2.2 max en C4K, il peut filmer jusqu'à 400 mégabits par seconde et malheureusement, il n'a que des ports SD. Donc même si c'est du UHS2, euh, il a un débit annoncé jusqu'à 400 mégabits par seconde en C4K. Donc les cartes SD ne suffiront pas. Quoi qu'il arrive, là, il faut soit du CF Express ou alors justement sur un enregistreur externe mettre du SSD. Donc justement, ça montre bien qu'il faut vraiment un enregistreur externe. Donc quoi qu'il arrive, c'est un peu bizarre qu'il n'y a que ça comme différence. Mais bon, à mon avis, je pense que comme les appareils de la série S, il se recevra certainement les mises à jour pour pouvoir faire peut-être du 6K en RAW ou peut-être des mises à jour dans le futur. Peut-être pourquoi pas faire du 4K 120 fps, on ne sait pas. Parce que Panasonic aime bien justement augmenter après leurs appareils après leur sortie. Donc peut-être qu'avec des mises à jour, il fera peut-être beaucoup mieux. Et on espère parce que sinon le prix c'est un peu difficile à avaler parce que donc voilà, si vous comptez déjà un bon objectif, bon après même si c'est que les micro 4 tiers sont moins chers que les pleins formats, mais plus un enregistreur on va dire Atomos qui coûte aller en 600 700 euros, un objectif on va dire même sur un minimum 500 euros, voilà, ça fait déjà plus 1300 donc ça fait déjà plus 3500 donc on est vraiment pas loin du S1H. Donc ça commence déjà à faire une facture assez salée. Un autre avantage, il y a des prises SDI. Donc en fait, ça c'est des prises, on va dire, on met des prises coaxiales. Voilà, donc en fait, c'est du HDMI, on va dire, version professionnelle. Donc c'est fait justement pour transmettre des données. Donc ça, c'est assez rare justement sur les appareils photo. Je crois même pas qu'il y en a qui ont des prises SDI en fait. Donc voilà, donc ça ressemble à des prises coaxiales. Donc ça montre vraiment que cette caméra est tournée pro. Donc je pense qu'au prix là, c'est comme déjà pas mal d'avoir cette sortie. Justement, ça permet de transférer des données non compressées. Donc ça montre un peu son côté pro. Donc ça, je pense que c'est déjà un gros point positif. La vraie question, est-ce que dans l'utilisation de ceux qui vont l'acheter, est-ce qu'ils vont avoir besoin de... Donc aussi, cette caméra est un peu vendue comme une sorte de webcam, on va dire, ou caméra vraiment pour faire des directs, parce que justement, c'est un peu ça, on va dire, le terrain où Panasonic vise, et c'est un peu justement le truc qu'ils ont vraiment mis en avant. Et donc, elle a aussi une prise Ethernet justement qui lui permet, grâce à leur logiciel, de en contrôler plusieurs en même temps. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on peut mettre plusieurs voilà, caméras similaires et pouvoir justement switcher sur quelle caméra on veut que les images s'affichent. Donc, justement, ça peut être pas mal pour une retransmission sportive.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi d'innovant. Donc voilà, ça montre vraiment dans quelle catégorie elle est tournée. Aussi, elle est très compacte, donc l'avantage de ça, c'est qu'on peut la mettre sur un drone. Donc, et puis elle coûtera peut-être moins cher à stabiliser qu'une grosse caméra. Donc c'est quelque chose aussi qui est assez important, qui est non négligeable, parce que justement une caméra compacte sur un drone, et ben, je pense que ça peut faire des fois de très très belles images, déjà meilleures que celles du drone. Donc c'est une très bonne qualité. Ensuite, il est aussi refroidi. Voilà, elle a un ventilateur justement pour pouvoir tourner en limité, donc ça c'est en illimité. Elle reprend aussi le système autofocus ben, justement des hybrides. Alors même s'il est critiqué justement par exemple sur les Panasonic, je pense que sur cette caméra il fera du très bon travail parce que le capteur est plus petit, donc justement le processeur aura moins de travail à faire là-dessus et il y a des grandes chances qu'il soit beaucoup plus efficace sur la caméra là que sur les appareils justement de la gamme Panasonic parce que justement, le système d'autofocus était très critiqué, mais marchait très bien en photo et en Full HD. Donc en fait, son problème, c'était dès qu'on mettait en 4K et qu'on augmentait le FPS. Mais ça, c'est parce que le processeur, justement, il doit faire beaucoup de choses à la fois. Et là, justement, que le processeur sera moins utilisé parce qu'il y a moins de pixels, donc il y a moins besoin de traitement d'image, et bien là, l'autofocus risque d'être bien meilleur. Donc maintenant, la vraie question, en fait, c'est que c'est sûr, sur le papier, elle a des très bons arguments, mais le problème, c'est à qui est destiné, pour qui va l'acheter. Alors déjà, il parle de retransmission sportive. Moi, je pense pas que beaucoup de gens vont l'acheter dans ce domaine parce que refaire une retransmission sportive, en général, c'est quelque chose qui coûte très cher. Donc c'est souvent des chaînes de télé ou des grandes chaînes YouTube ou des gens qui ont les moyens parce que si on retransmet quelque chose, il faut qu'il y ait des spectateurs derrière. Donc forcément, il y a besoin d'avoir du budget parce que je pense pas que ce soit, je veux dire, quelqu'un, on va dire, de lambda qui va, je sais pas, par exemple, voir un match de foot ou, je sais pas, une course de voiture, quelque chose ou du cyclisme, mais qui va s'amuser à retranscrire ça, je sais pas, sur sa chaîne YouTube, parce que déjà, il n'aura pas les droits. Et ensuite, de toute façon, il en faut plusieurs, donc ça coûte un sacré budget. Donc, quand je dis que pour moi, donc, justement, les gens qui font ça, en général, qui font de la retransmission sportive, à moins qu'il y ait peut-être des retransmissions que je n'ai pas pris en compte, mais en général, c'est des chaînes ou des gens qui ont du budget. Donc, ils s'arrêtent pas, voilà, ils vont pas acheter des caméras qui coûtent que 2000 euros. En général, ils achètent vraiment des très grosses caméras qui coûtent très cher. Donc, c'est pour ça que déjà pour moi, là, c'est pas forcément le vrai créneau. Ensuite, ça peut peut-être être intéressant, justement, moi je dirais peut-être pour des youtubeurs voilà, qui ont envie de faire des retransmissions, je sais pas, par exemple, amuser, faire des concours ensemble ou faire des jeux, des choses, et qui veulent plusieurs caméras, qui ont un peu de budget justement, qui ont vraiment les moyens de faire un truc sympa. Là, ça pourrait être le cas. Ensuite, pour le cinéma. Alors, pour le cinéma, c'est assez compliqué parce que le problème déjà, c'est que vu le prix qu'il faudra pour l'équiper, on va dire, on compare ça au S1H. Le S1H est certifié comme caméra Netflix, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour tourner pour Netflix. Ce boîtier-là, je ne sais pas, encore actuel, il n'y est pas. Donc déjà, ça c'est le premier problème, parce qu'au prix là, honnêtement, si on veut faire du cinéma, autant prendre quelque chose qui est certifié Netflix, parce que même si votre but, c'est pas forcément peut-être d'aller dire essayer de vendre votre produit à Netflix, mais au moins si dans l'avenir vous voudrez le faire, ou vous avez des projets, vous avez déjà la caméra qu'il faut, pas besoin de tout racheter. En plus, le S1H est aussi assez compact parce que c'est un appareil photo. Donc, ça se discute. Ensuite, pour moi, son autre défaut, c'est que c'est dommage que même en externe, à moins peut-être que ça arrive via les mises à jour, mais qui ne propose pas de filmer au format RAW. Voilà, c'est un peu dommage. Après, justement, pour la qualité d'image, moi je pense qu'elle va se rapprocher vraiment du S1H, étant donné que c'est annoncé à 400 mégabits par seconde. Donc, c'est sûr que la qualité d'image sera, je pense, similaire. Après, le SH, l'avantage, c'est que c'est un plat format. Donc, même s'il peut recadrer quand on filme, il y aura quand même plus de lumière dedans. Et je pense que la caméra là, il faudra quand même investir dans un peu plus de lumière. Je pense qu'elle sera moins bonne en basse luminosité. Donc c'est quand même mieux d'avoir quelque chose qui est plus polyvalent. Alors c'est vrai que là de leur pub, Panasonic justement, ils mettent en avant justement la retransmission et de pouvoir en contrôler plusieurs. Et puis bon, il y a la prise SDI et tout ça. Le seul problème de ça, le seul problème en fait, c'est que déjà il va falloir voir comment que l'appareil filme, c'est-à-dire sans retouche, parce que quand on fait justement du direct, on ne peut pas retoucher, donc on ne peut pas filmer en vlog. Donc il faut voir déjà la qualité du capteur, de l'image qu'elle fera sans justement retouche et direct. C'est ça moi qui m'inquiète le plus parce que en général justement les caméras là, des fois dans cette gamme de prix, n'ont peut-être pas forcément des images aussi belles qu'une caméra vraiment destinée à ça pourrait envoyer direct, mais qu'en retouche après elle peut faire des miracles avec leur vlog, etc. Mais là, il n'y a pas forcément d'intérêt parce qu'on ne peut pas le faire. Donc c'est pour ça, je ne sais pas vraiment qui va l'acheter, quel type de gens va l'acheter.
parce que ça peut faire de la retransmission. Donc moi je pense que ça va être vraiment des chaînes YouTube voilà, qui veulent peut-être faire des jeux, lancer des petits trucs, des défis en eux, peut-être faire des petites émissions, on va dire comme des émissions télé, voilà, des jeux. Ça peut être intéressant, voilà, pour quelqu'un ou si vous avez envie d'organiser. Aussi ça peut être intéressant par exemple pour si vous travaillez dans le monde du spectacle, je pense par exemple, je sais pas, vous organisez par exemple des concerts ou quelque chose comme ça peut être vraiment intéressant justement d'avoir une caméra qui peut filmer tout en direct, qui sera d'une meilleure qualité que si vous prenez un appareil photo grâce au connectique. Donc ça peut être vraiment l'utilité voilà, de refaire une mini-diffusion. Voilà, ça peut être, je pense, quelque chose à explorer. Voilà, ou voir pour des mariages, voilà, ça peut être quelque chose ou des événements, voilà, on va dire plus privés. Mais dans le monde du vrai pro, je ne sais pas si dans le cinéma ce sera utilisé parce que, bon voilà, parce que le problème c'est que justement, ce qu'il faut revenir à autre chose, c'est qu'ils mettent en avant qu'on peut en commander plusieurs. Le problème, c'est que déjà, il faut en acheter plusieurs, et ensuite, il faut toutes les équiper. Donc, ça va vite à monter à des sommes, allez, peut-être des 10 000 à 20 000 euros si vous voulez vraiment plusieurs. Au prix là, est-ce qu'il ne vaut pas mieux acheter vraiment une vraie caméra? Parce qu'en fait, c'est ça ce qui est un peu compliqué avec cette caméra, c'est que le prix en fait, qu'elle va coûter si on achète plusieurs, et ben, si les gens qui sont prêts à mettre ça pour la diffusion ou faire quelque chose, à mon avis, ils ont vraiment le budget pour faire quelque chose de plus pro encore. Donc, je ne sais pas si on s'arrêter sur cette caméra. Voilà, c'est une caméra déjà qui a eu très peu de tests sur Internet. Il y a très peu de gens qui l'ont testé. Il n'y a quasi personne qui en parle. Moi, en fait, je l'ai trouvé justement en cherchant des nouvelles caméras, donc je suis tombé dessus. C'est comme ça que je l'ai trouvé. En fait, pour moi, vraiment, ce qui est dommage, c'est que la Panasonic, je pense qu'ils ont peut-être loupé le coup parce qu'elle aurait pu être une très grande rivale pour la Blackmagic Pocket. Parce que le problème, c'est que si on devrait choisir entre celle-là ou la Blackmagic Pocket, et ben moi je pense que, honnêtement, prendre plus la Pocket, parce que la Pocket, l'avantage, c'est qu'elle fait du RAW, et que quoi qu'elle arrive, il faudra aussi l'équiper. Donc au final, pour le même prix, l'avantage, c'est que vous aurez plus de marge pour justement faire des retouches, avoir une belle image sur le produit final. Par exemple, pour faire du cinéma, pour faire une fiction, voilà. Puis de toute façon, il faudra aussi acheter des stabilisateurs, tout ça, etc. Et en plus, il n'y a pas forcément justement l'avantage de la Blackmagic, c'est qu'il n'y a pas besoin d'acheter une dans le store externe, étant donné qu'elle peut faire presque tout en interne. Donc, ok, c'est sûr que quand on équipe une caméra, peut-être que l'enregistreur externe, c'est peut-être pas forcément la plus grosse partie du budget, mais bon, c'est quand même pas négligeable si on peut s'en passer, par exemple. Bon, après, c'est vrai que l'écran de la Blackmagic n'est pas exceptionnel, mais bon, on va dire, c'est mieux que rien. Si on veut économiser de l'argent, on peut le faire là-dessus. Donc, c'est pour ça que cette caméra, pour moi, est vraiment destinée à la multidiffusion, mais à voir qui va utiliser ça. Voilà, ça peut être justement une caméra, on va dire, de luxe pour des youtubeurs qui font du stream. Voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais bon, dans ce cas, les 60 fps ne servent pas à grand chose parce qu'en général, on ne filme pas en 60 fps quand on fait du direct. Donc c'est ça qui est un peu bizarre. Parce que je pense pas que dans le monde du cinéma, elle aura vraiment sa place à cause de la concurrence. Parce que justement, la Blackmagic vaut largement le coup comparé à elle. Et si par exemple je ne voulais pas justement la Blackmagic parce qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dessus et que vous avez plus les moyens, ben, quoi qu'il arrive, un SAH vous coûtera à peu près le même prix équipé. Donc le problème est là. Donc justement, si par exemple vous trouvez d'autres intérêts peut-être dans cette caméra, qui peut avoir d'autres utilisations, voilà, ben, dites-le moi dans les commentaires parce que justement moi j'ai pas trop compris Panasonic. Là justement ils auraient. Alors donc justement, moi je pense que cette caméra, il faut peut-être attendre déjà et voir les futures mises à jour parce que si par exemple ça nous permet de faire du 6K en RAW via enregistreur externe, là par contre ça vaudra le coup comparé à une Blackmagic Pocket qui par exemple a peut-être des petits défauts que vous appréciez pas, mais là ça vaudra peut-être le coup. Donc justement, attendez peut-être qu'il y ait des mises à jour et là ça se rediscutera, là justement peut-être elle gagnera en popularité car ça peut valoir le coup parce que normalement la 6K RAW est annoncée déjà sur les... déjà normalement elle est déjà présente justement sur le S1H. Donc, ça, c'est après à vous de voir. Après, son seul avantage, on va dire, c'est le micro-capteur qui a un capteur plus petit, que les objectifs coûtent moins cher, donc on peut avoir des objectifs de très bonne qualité pour moins cher. Donc ça, c'est quand même, on va dire, un gros avantage. Mais à l'heure actuelle, à voir s'il y a vraiment une différence entre la caméra là et par exemple un S5 ou un S1 qui sont prix similaires. Donc c'est ça, c'est que en termes de qualité d'image, à mon avis, je pense pas qu'il y aura une grosse différence entre les deux. Donc voilà, après avoir dans l'avenir, mais je pense que Panasonic aurait peut-être pu miser un peu plus sur cette caméra et proposer d'autres choses parce que la vendre au prix de la nu, ils auraient peut-être pu justement mettre
des caractéristiques un peu meilleures justement à un tel prix parce que elle fait moins bien par exemple qu'un justement un S5, un S1 qui peuvent faire tout ça déjà en interne, ils peuvent faire du 4.2.2.10 en interne alors qu'elle ne peut pas. Donc ça aussi, il faudra m'expliquer un peu ce qui s'est passé là-dedans. Et peut-être justement un problème du processeur qui justement en enlevant ça permet peut-être un meilleur autofocus, mais à voir. Donc voilà, après dites-moi vous dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des choses que j'ai pas dit à rajouter, voilà. C'est toujours intéressant justement de s'informer entre nous. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé, c'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.